Bonjour à tous. Nous allons donc maintenant aborder la question du territoire européen, qui est une question essentielle parce que si on veut créer un État fédéral européen, on doit définir le territoire de cet État. Alors, on peut dire que l'Europe est délimitée par l'Atlantique, la mer Méditerranée et le territoire des États et populations de culture russe et apparentée. En ce qui concerne les îles britanniques, malgré leur caractère insulaire, les îles britanniques font partie de l'Europe. Beaucoup de dynasties du continent ont régné sur les îles britanniques. Inversement, beaucoup de dynasties anglaises ont régné sur une partie de la France et sur une partie de l'Allemagne. La culture et la population des îles britanniques et celle de l'Irlande sont proches de celles du continent. Donc les îles britanniques font partie de l'Europe. Même si, en raison de leur caractère insulaire, elles ont tendance à être toujours un petit peu à l'écart. N'en reste pas moins qu'elles font partie de l'Europe. La meilleure preuve, c'est que les Britanniques et les Irlandais se sentent européens. Voilà. Alors, ils ne veulent pas pour le moment faire partie d'un État fédéral européen parce qu'ils ont des liens historiquement avec les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Ça, c'est des liens qu'ils ont hérités de leur expansion maritime qui est justement liée à leur caractère insulaire. Mais ils ont vocation à rejoindre cet État fédéral européen une fois qu'il sera constitué à partir du noyau continental de l'Europe. De toute façon, maintenant, ils n'ont plus de contact privilégié ou vraiment significatif par rapport à l'Europe avec leurs anciennes possessions outre-mer. Donc leur avenir devra se tourner vers l'Europe. Ils n'auront pas d'autre choix. Et comme ils se sentent européens et qu'ils sont européens, ils ont donc vocation à terme, sans doute à la fin du processus, de faire partie de l'État européen. Alors, venons-en à la question de la Russie. La Russie, contrairement aux îles britanniques, ne fait pas partie de l'Europe. La Russie a suivi une voie qui lui était propre, notamment en s'engageant sur la voie du communisme, parce que la Russie constitue une civilisation à part entière, qui est une synthèse originale entre l'Europe et l'Asie centrale. Donc c'est pour ça qu'elle n'a jamais fait partie de l'Union européenne. Elle s'est engagée sur la voie du communisme avant que ce système ne s'effondre économiquement. Et elle a peu de points communs avec l'histoire culturelle et religieuse de l'Europe. D'ailleurs, les Russes ne se sentent pas européens. Un Russe ne se sent pas européen, il se sent être autre chose. C'est une civilisation originale. Alors, le fait que la Russie ne fait pas partie de l'Europe, ça ne fait pas d'elle un ennemi, mais ça fait d'elle une puissance à part entière avec laquelle il faut compter et avec laquelle on peut coopérer si elle est favorable à nos intérêts. Pour ce qui concerne l'Ukraine et la Biélorussie, alors, ce sont deux pays qui sont culturellement et géographiquement, en fait, entre la Russie et l'Europe. Ils sont un peu plus proches de la Russie, font partie d'un grand espace pan-russe, parce qu'en fait, les Ukrainiens, ce sont des petits Russes dans le langage traditionnel, les Biélorusses, ce sont des Russes blancs, et les Russes, ce sont des grands Russes. Donc, mais ils ont une origine commune dans la Russe autour de Kiev du Xe siècle, mais ce sont quand même trois nations différentes. Si un jour elles ont vocation à se regrouper, elles devront le faire sur une base volontaire de la part de ces trois nations. Et pour l'instant, la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie souhaitent être indépendantes. Et donc si elles sont stables dans leur orientation et si elles sont fiables, elles pourraient devenir des alliés de l'Europe.
mais elles n'ont pas vocation à devenir membres d'un État fédéral européen. Alors, revenons-en à la question de la Turquie. La Turquie non plus ne fait pas partie de l'Europe. Les Turcs ne se sentent pas européens, les Turcs ne voudront jamais faire partie d'un État fédéral européen. La Turquie est une nation d'Asie centrale, par sa population, par sa culture. Alors elle comporte une composante européenne parce qu'elle est située sur la zone géographique de l'ancien empire byzantin. Mais c'est une nation essentiellement d'Asie centrale. Donc elle a vocation à développer ses liens avec le reste de l'Asie centrale au sens large, c'est-à-dire l'Iran, le Pakistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, notamment dans le cadre de l'Organisation de coopération économique, qui regroupe ces pays d'Asie centrale au sens large. Voilà pour ce qui concerne le territoire de l'Europe. Et maintenant abordons la question de l'histoire de l'Europe. Alors, les Européens ont une histoire en commun qui remonte assez loin. Tout d'abord, il faut évoquer l'Empire romain en tant qu'institution qui a profondément influencé la majeure partie, pas l'ensemble, mais la majeure partie des territoires européens, des peuples européens, en regroupant donc une majeure partie de ces peuples européens, dont beaucoup de peuples germaniques qui étaient incorporés dans l'Empire, dans une même unité politique qui était dirigée depuis Rome, puis ensuite dont la capitale a évolué et les capitales se sont même dirigées vers le nord de l'Italie puis vers l'Allemagne. Alors, l'Empire était dirigé depuis Rome, chaque peuple bénéficiait de l'organisation administrative et juridique de cet empire, de son infrastructure aussi, et de sa culture. Donc l'Empire romain a profondément influencé le reste de l'Europe. Donc c'est un élément d'histoire en commun pour tous les peuples européens. Même si des peuples non européens faisaient partie de l'Empire, c'est vrai, mais il n'en reste pas moins que le centre de gravité de l'Empire, il était en Europe, et que la majeure partie de l'Europe était administrée par l'Empire, y compris les îles britanniques. Ensuite, venons-en à l'histoire de l'Église. Alors, l'Église, c'est une institution qui n'était pas à proprement parler temporelle, mais qui jouissait de l'autorité spirituelle pour toute l'Europe, et de certaines prérogatives politiques, comme la capacité de nommer les empereurs du Saint-Empire. Donc, l'Église est une institution qui a influencé toute l'Europe. Et donc, là, il ne s'agit pas d'une question purement religieuse, il s'agit vraiment d'une institution, l'Église en tant qu'institution, qui a influencé l'Europe, donc par ses institutions séculières, monastiques, et par son influence sur l'empereur. Alors, cette histoire européenne, ensuite, elle a pris un tour un peu différent avec les invasions germaniques. Donc, à la suite de ces invasions germaniques, un nouvel État européen, à prédominance germanique, a émergé avec Clovis, Pépin le Bref, puis Charlemagne, puis l'Empire franc. Donc là, on avait un État européen, carolingien et de nature franque, qui était en mesure d'influencer ou d'incorporer le reste des peuples européens, voisins, avars, polonais, grecs, italiens, britanniques. Et donc cet empire franc fait partie de l'histoire européenne. C'est un élément d'histoire que les Européens ont en commun. Voilà pour le tronc commun de l'histoire européenne. Alors, l'Empire franc s'est fragmenté en raison de rivalités politiques à partir du Xe siècle.
Donc à la suite de cette fragmentation, on a eu l'émergence du Saint-Empire romain germanique. Alors c'était l'État le plus puissant en Europe, mais il était loin de contrôler toute l'Europe, presque, ou d'influencer vraiment toute l'Europe, ou presque, comme pouvait le faire l'Empire franc. Mais en vertu de sa légitimité qui lui était conférée par le couronnement par le pape, il disposait d'une souveraineté, le Saint-Empire romain germanique disposait d'une souveraineté théorique et donc d'une certaine autorité sur les autres rois européens, notamment en France, en Italie, en Pologne et en Hongrie. Et ce Saint-Empire romain germanique, il faut noter qu'il se considérait comme le successeur de l'Empire romain. Donc même au Moyen-Âge, on avait une Europe qui était d'une certaine manière, qui était unie politiquement, mais de manière assez superficielle et fragile. Et cette unité était mise en question par des conflits qui étaient limités entre les différentes dynasties. Et à la fin du Moyen-Âge, lorsque, à la suite du Renaissance et du développement éducatif, les différences religieuses, linguistiques et culturelles en Europe se sont accentuées, là, il s'est produit un renforcement des conflits entre les dynasties qui ont débouché sur la création par ces dynasties de véritables unités politiques très cohérentes qui ont morcelé l'Europe. Donc, on peut parler par exemple de l'entreprise en France par les monarques d'éradiquer la langue d'oc qui était parlée dans le sud de la France, ou par la dynastie prussienne d'éradiquer le bas allemand qui était parlé dans le nord de l'Allemagne. Et donc ces dynasties ont créé des unités politiques très cohérentes pour pouvoir asseoir leur domination sur celle-ci et pour disposer d'un moyen de puissance à l'égard des autres unités politiques qui étaient en cours de constitution dans les États voisins de l'Europe. Donc en fait, c'est à partir de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance qu'on assiste à une fragmentation politique importante en Europe et à l'émergence d'un patriotisme local assez puissant qui avant n'existait pas. Donc c'est à partir de là que les grandes guerres européennes ont commencé à se manifester. D'abord, la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, c'était un prélude. Mais c'est surtout la première grande guerre européenne, ça a été la guerre entre la France et le Saint-Empire pour la suprématie en Europe, qui se déroula en Italie et aux Pays-Bas espagnols jusqu'en 1550. Voilà la première grande guerre européenne entre la France et le Saint-Empire. Donc, on peut vraiment parler d'une première grande guerre civile européenne entre la France et le Saint-Empire pour la domination en Europe. Et celui qui parvient à asseoir sa domination est ensuite en mesure d'unir l'Europe politiquement. Donc c'est pour ça qu'on a une série de conflits qui vont émerger en Europe, à la suite donc de ce patriotisme local qui se développe et qui va mettre en cause l'unité profonde de l'Europe et qui va l'amener au bord du gouffre. Donc c'est cette histoire, ce sont l'histoire de ces fragmentations que nous allons ensuite évoquer, pour ensuite comprendre dans quelle perspective se crée la communauté économique européenne et pourquoi elle s'est créée. Merci, à bientôt.